Alors j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. Mais vraiment, genre un sujet qui me trotte dans la tête depuis des semaines. Attends, t'es prêt? On parle discipline. Oui, tu sais ce mot qui traîne partout. Instagram, bouquins, même sur des tasses à café inspirantes. Bernard, toi et tes post-it partout, tu t'y retrouves là-dedans sérieusement? Ah, la discipline? Écoute, j'aurais aimé en avoir plus à l'époque où je barbouillais mes murs d'objectifs. Je les collais partout, même sur le frigo. Mais honnêtement, ça ne veut pas dire que j'y arrivais mieux. C'est un vrai parcours du combattant pour moi aussi. Je crois que je note plus que je fais. Enfin, tu sais. Non mais j'adore parce que franchement, même mes abeilles sur le toit sont parfois plus disciplinées que moi le matin. Je rentre, elles sont déjà en rang, chacune son job, et moi je cherche mes chaussettes. Tu imagines? Bon, allez, plongeons direct. Mais alors, pourquoi on croit tous qu'il faut être un genre de super-héros pour devenir discipliné, hein? Genre, c'est réservé à une poignée d'élus? Mais oui, tu tiens un truc. Beaucoup pensent que c'est inné, ce mythe du gène de la discipline, alors qu'en vrai, c'est surtout du boulot. Regarde Nadal par exemple. Oui, Raphaël Nadal, il est ultra discipliné, mais il a construit ça petit à petit. Il fait ses rituels, toujours les mêmes, bouteille d'eau, tout est carré. Mais il est pas né comme ça. On oublie aussi avec les réseaux sociaux, tu sais, la vie parfaite filtrée, épurée. Alors que chez moi, il y a plus de vaisselle que de motivation souvent. Mais c'est exactement ça. Sur Insta, tout est bien aligné, mais la vraie vie, c'est plus le bazar. Il y a les chaussettes orphelines qui traînent, le café froid, et voilà la discipline. Bref, il y a clairement un écart entre le mythe et la réalité. Je vais avouer un truc, Bernard. Moi, quand on me parle de routine, j'ai souvent l'impression qu'on parle d'ennui. Genre, la répétition, ça me fait peur. Pas toi? Oh, mais c'est super commun. Mais si tu y réfléchis, une routine, ça libère de l'énergie pour faire d'autres trucs. Prends Tim Ferriss, il en parle, lui. Sa morning routine, c'est super basique. Parfois, c'est juste se faire un café, écrire une ligne dans son carnet. Rien d'extravagant. Il simplifie à l'extrême. Ouais, j'aime bien. Ça me rappelle Chloé, tu la connais? Elle pose toujours ses baskets devant la porte la veille. Elle se lève, bam, elle les enfile sans réfléchir. Pas besoin de négocier avec elle-même. Je devrais essayer avec ma brosse à dents, tiens. Mais attends, c'est pas juste une question de volonté alors? Parce que j'ai l'impression qu'on vend ce truc comme si ça suffisait. Non, non, c'est plus compliqué que ça. Il y a ce truc, la fatigue décisionnelle. Quand t'as pris des dizaines de petites décisions toute la journée, tu saturais. Barack Obama, tu sais, il portait quasiment toujours le même costume pour économiser son énergie mentale. On croit que si tu rajoutes encore une charge, genre, je sais pas, finir la maquette du bureau, ça tient pas. Moi, quand je planifie trop, je me vide. Alors maintenant, je me limite, et c'est fou comme ça aide. Du coup, la clé, c'est d'éviter de jouer les héros toute la journée. Ok, je note. Parlant de mini-exploits. J'ai réussi à arroser une de mes plantes 2 jours d'affilée cette semaine. Je te jure, c'est limite historique chez moi. Mais c'est génial! C'est là tout le secret, la méthode des micro-habitudes. James Clear, tu connais sûrement, il en parle dans Atomic Habits. C'est vrai, tu coches une case sur un carnet, tu te félicites, et honnêtement ça booste pour la suite. Moi je célèbre quand je range mes photos de boîte aux lettres direct le samedi. On s'en fiche de la taille du progrès, c'est l'élan qui compte. J'adore. Petite victoire, grosse fierté. Voilà mon nouveau dicton. Bon, je dois avouer, mon perfectionnisme, c'est un vrai sabot fou. Je sabote tout, même mes bonnes intentions. Ça te parle? Ah, alors toi aussi. Il y a ce truc du tout ou rien. Tu loupes une fois, tu veux tout foutre à la poubelle. C'est comme le marathonien du dimanche. Il saute une course, il croit que tout est fichu. Il faut apprendre à rebondir, à dire « Bon, j'ai raté, mais je reprends demain ». Moi, je me mets des checkpoints. Pas besoin de tout réussir, juste d'avancer un peu. Donc foirer un tour, c'est pas grave. Ça me rassure, merci. Parlons outils. T'es liste digitale ou papier, toi, Bernard? Moi, j'ai des post-it jusque sur ma porte d'entrée. Je t'avoue, j'utilise Todoist, ça me sauve la mise. Mais tu sais quoi? Le machin que je préfère vraiment, c'est me donner un sas. Après une grosse tâche, je marche 2 minutes, ou je bois un verre d'eau. Ça réinitialise, tu vois. N'importe qui peut piquer l'idée, c'est hyper simple. Ah mais j'adopte carrément le sas. Je colle un post-it en plus pour y penser, voilà. Bon, mais les jours sans, tu fais quoi, toi? Quand il y a 0 jus? Franchement, il y a des jours où faut accepter le pas top. Elisabeth Gilbert dit « Done is better than good ». Alors, parfois je coche la case et puis voilà. Sinon, je mets la musique à fond, j'écoute un podcast ou je sors voir mes fameuses boîtes aux lettres. Et toi, tes abeilles, elles t'aident?
Grave, je peux rester 10 minutes à les regarder bosser et ça me redonne de l'élan. On dirait des mini-robots, mais version poésie. Tu trouves pas, Bernard, que le collectif compte trop? Genre, le petit message dans le groupe WhatsApp qui te rappelle « Hé, t'as fait ton défi ?» Oh, totalement. Je repense à mon équipe à la fac, les buddies. Ça motivait tellement. T'es moins tenté de lâcher. Les défis partagés, tu vois, comme ceux sur la détox digitale. Ça tire tout le monde vers le haut, même si c'est juste un check-in. Oui, c'est contagieux en fait. J'adore ce pouvoir du groupe. Ça te porte quand t'as la flemme. C'est magique. Alors, si je résume, la discipline, c'est pas une histoire de perfection, mais d'adaptation. C'est avancer, tester et garder le cap, même si c'est en zigzag, non? Exactement, et j'ai ma citation pour ça. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Petit pas par petit pas. Faut y aller par morceaux, pas le marathon d'un coup. Enfin, sauf si t'es Nadal, hein. Merci d'avoir été là, c'est French Listen. Envoyez-nous vos astuces, vos échecs, vos idées farfelues. On adore papoter avec vous. À bientôt Bernard et à la prochaine tout le monde. Merci Sandra. Merci à tous. Prenez soin de vous et, discipline ou pas, revenez nous voir. Salut. Bon, et maintenant, si on devait choper une habitude simple, genre dès le matin, tu recommanderais quoi? Un verre d'eau direct ou un petit étirement? Honnêtement, moi, je fais même pas 5 minutes. Tu vois, la clé, c'est de prendre un truc facile à caser. Moi, je fais le périne, tu sais. J'écoute toujours mon podcast préféré pendant que je range la cuisine. 2 routines en une, c'est tout bête mais ça marche. Ouais, et la revue hebdo, t'y penses? Genre, prendre 5 minutes le dimanche pour voir si on l'a tenu ou pas et se féliciter un peu? Même si t'as juste arrosé la plante. Bon, mais tu sais, je trouve que le matin, poser un tout petit geste, même genre s'étirer sans quitter mon pyjama, c'est déjà énorme. Et toi alors? Tu vois, le trick du pairing, ça peut être dingue. Tu lances ton podcast préféré, hop, t'associes une habitude sympa à un truc déjà bien ancré. Et puis, la revue du dimanche, c'est le petit rituel qui aide à voir ce qui marche et à garder la pêche. Faut mettre un minimum de fun aussi, sinon tu décroches. Donc, on garde vraiment qu'une seule habitude à la fois, hein? Je suis impatiente, mais bon, une gorgée d'eau, un podcast, et voilà. Facile sur le papier, mais dans la vraie vie? Parce que si tu veux que ça tienne, faut l'associer à ce que t'aimes déjà. Genre podcast et vaisselle. Ensuite, la petite revue du dimanche. Tu ajustes selon ce qui t'a fait du bien ou pas. On devient un peu son propre coach en mode relax. Tu penses pas que pour commencer, trouver une micro-habitude matin, type boire un verre d'eau, ça met la barre à la bonne hauteur? Je sais pas pourquoi je me complique. C'est ça, faut simplifier au max. Et si en plus tu le fais en écoutant un truc motivant, ça coule. Garde la petite revue de la semaine au programme et t'hésites moins à continuer. Surtout si tu marques chaque exploit, même minuscule. Dis, t'as un objectif affiché toi? Ou c'est dans la tête? Moi j'ai tenté les post-it sur le miroir mais ça glisse tout le temps. Moi, c'est carrément une photo de boîte aux lettres accrochée pour me rappeler ma valeur d'exploration. Pour la motivation, j'utilise un petit tracker, juste histoire de colorier mes jours réussis. Et la récompense, même mini, ça fait genre la carotte pendant toute la course. Important pour tenir sur la durée. Donc tu commences chaque matin par un geste simple et tu l'associes à une routine que t'aimes, genre podcast ou café. Ça paraît évident dit comme ça, mais c'est trop sous-estimé. Carrément. Et la revue hebdomadaire, ça permet de rectifier le tir sans stress. Tu fêtes tes wins, t'articules la suite, tout ça à ton rythme. Il y a zéro pression, juste de la progression. Et si t'es genre compétiteur ou au contraire tranquille, tu changes quoi? C'est important de savoir ce qui te motive. Moi, je réponds bien au visuel, alors j'ai mon journal et mes couleurs. Mais j'ai une copine, elle adore se challenger avec des potes, donc défi collectif. Le must, c'est d'ajuster avec des checks réguliers, genre un mini débrief du vendredi. Ça rend le truc perso et pas plaqué. Parfois, j'ai juste la flamme ou une diarrhée me bloque. Toi, tu fais quoi quand ça coince? Moi, j'écris les obstacles pour comprendre ce qui cloche. Ensuite, je prépare un plan B, genre activité plus flexible, pas question d'arrêter mais de changer l'approche. Et j'ai mon petit carnet où je note les hauts et bas. Ça me montre vraiment ce qui freine ou booste, ça développe la résilience, petit à petit. Ok, donc revue hebdo, affichage d'un objectif personnel et suivi pratique. On boucle la boucle, hein? Tu résumes bien. Chaque victoire est célébrée, même toute mini. Faut garder ça vivant et surtout pas se flageller au moindre flop. On construit pas une cathédrale sur un coup de tête, mais sur des petites briques, tous les jours. Dernière astuce, Bernard. Tu vires quoi de ta pièce pour rester focus? Moi, j'ai mis le téléphone au bout du couloir, sinon...
Cata. Ah pareil, j'organise mon espace, tout ce dont j'ai besoin est apporté, pas plus. Avec une routine de rappel, une alarme discrète, un message motivant. Et puis j'en parle à un pote. Quand t'as dit ton objectif à quelqu'un, t'as 2 fois moins envie de laisser tomber. Faut que ça reste léger mais efficace, tu vois. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la discipline, version humaine et imparfaite. Merci d'avoir écouté French Listen. On se retrouve vite pour une nouvelle dose de vraie discussion. Bernard, à bientôt sur la ligne d'arrivée ou devant une boîte aux lettres. Merci Sandra, et merci à vous. Discipline, patience, et bon, un peu de pagaille, ça fait du bien aussi. Portez-vous bien, et à la prochaine. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Salut à tous À tout et de suite dans bienvenue la pour suite cette de deuxième l'épisode. partie de notre épisode sur la discipline personnelle. Je suis Sandra et comme toujours, je suis accompagnée de... Bernard, ravi d'être de retour pour cette suite d'épisodes de French Listen. Alors Sandra, on a abordé pas mal de choses dans la première partie, non ? Exactement. Dans l'épisode précédent, on a parlé des bases de la discipline, comment comprendre ce concept et pourquoi c'est si important dans notre quotidien. Aujourd'hui, on va aller plus loin et explorer des méthodes concrètes pour développer cette fameuse discipline. Oui, parce que c'est bien beau de comprendre l'importance de la discipline, mais comment on fait concrètement pour la développer ? C'est là où beaucoup de personnes bloquent. Tout à fait, et c'est normal de bloquer, hein. La discipline, ça ne se construit pas du jour au lendemain. C'est un peu comme un muscle qu'il faut Entraîner régulièrement, exactement. Et je pense que c'est important de commencer par un point fondamental, il faut accepter que devenir discipliné prend du temps. Oh là là, oui. Et tu sais, ça me rappelle ce que disait mon ancien coach sportif. La discipline, c'est faire ce qu'on doit faire, même quand on n'a pas envie de le faire. C'est une bonne définition. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. La discipline, ce n'est pas juste se forcer à faire des choses désagréables, c'est aussi créer un système qui rend ses actions plus faciles à réaliser. Ah, tu parles de mettre en place des habitudes, c'est ça ? Des routines qui nous permettent d'automatiser certains comportements ? Exactement. Et tu sais quoi ? Je pense que c'est par là qu'il faudrait commencer notre discussion aujourd'hui. Parlons des micro-habitudes. Les micro-habitudes ? C'est quoi exactement ? Ça m'intéresse. Alors, les micro-habitudes sont des actions tellement petites qu'elles semblent presque insignifiantes, mais elles sont en fait la porte d'entrée vers des changements plus importants. Par exemple, au lieu de se dire « je vais faire 1 heure de sport tous les jours », on peut commencer par « je vais faire 2 pompes chaque matin ». Attends, seulement 2 pompes ? Ça semble, je ne sais pas, presque trop facile, non ? C'est exactement ça l'idée. C'est tellement facile que tu n'as aucune excuse pour ne pas le faire. Et une fois que tu as commencé avec ces 2 pompes, souvent tu en fais plus naturellement. Ah, je comprends. C'est une façon de contourner notre résistance au changement. On se dit, allez, c'est juste 2 pompes, je peux bien faire ça. Et puis, une fois qu'on est lancé, on continue sur notre lancée. Exactement. Et jour après jour, cette micro-habitude devient une partie intégrante de notre routine. C'est le principe du effet boule de neige. J'adore ce concept. Et je l'ai déjà expérimenté sans même le savoir. J'ai commencé à boire un verre d'eau tous les matins avant mon café, et maintenant je bois presque 2 litres par jour sans même y penser. C'est devenu naturel. C'est un excellent exemple, Sandra. Et ça illustre parfaitement la deuxième méthode dont je voulais parler, l'ancrage d'habitude. L'ancrage d'habitude, ça sonne intéressant. Dis-moi plus. Alors, l'idée est de rattacher une nouvelle habitude que tu veux développer à une habitude que tu as déjà. Par exemple, tu viens de mentionner que tu bois un verre d'eau avant ton café. Le café du matin est l'encre et le verre d'eau est la nouvelle habitude que tu y as attachée. Oh, je vois. Donc, si je veux par exemple faire de la méditation chaque jour, je pourrais la rattacher à un moment spécifique, comme juste après m'être brossé les dents le soir. Exactement. C'est beaucoup plus efficace que de se dire vaguement « je vais méditer chaque jour ». En l'ancrant à une routine existante, tu augmentes considérablement tes chances de maintenir cette nouvelle habitude. Ça me semble super logique en fait. Mais j'ai une question. Comment on fait quand on n'a vraiment pas envie de faire quelque chose ? Même les micro-habitudes ou l'ancrage ne règlent pas toujours ce problème de motivation, non ? Excellente question. Et ça nous amène directement à parler de la règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? C'est très simple. Quand tu dois faire quelque chose et que tu n'as vraiment pas envie de le faire, engage-toi à le faire pendant seulement 2 minutes. Juste 2 minutes, pas plus. Et après ces 2 minutes, je peux arrêter si je veux. En théorie, oui. Mais voici le truc.
La plupart du temps, une fois que tu as commencé et surmonté cette inertie initiale, tu continues naturellement au-delà des 2 minutes. Le plus difficile, c'est souvent juste de commencer. Ah oui, je vois exactement de quoi tu parles. C'est comme quand je repousse le moment de ranger mon appartement pendant des jours, et puis quand je me force enfin à commencer, je finis par tout ranger d'un coup. C'est exactement ça. Notre cerveau a tendance à surestimer la difficulté ou le désagrément d'une tâche avant de la commencer. Mais une fois qu'on est dedans, ce n'est généralement pas si terrible. Ok, donc pour récapituler, on a les micro-habitudes, l'ancrage d'habitude et la règle des 2 minutes. C'est déjà pas mal pour commencer à devenir plus discipliné, non? C'est un excellent début, mais je pense qu'il y a un autre élément crucial dont on n'a pas encore parlé. L'environnement. L'environnement? Tu veux dire comme être écologique? Non, je parle de ton environnement personnel, celui dans lequel tu évolues quotidiennement. Il joue un rôle énorme dans ta capacité à maintenir la discipline. Ah, je comprends. Tu veux dire que si je veux manger plus sainement, je devrais éviter d'avoir des chips et des sucreries à portée de main dans ma cuisine? Exactement. C'est ce qu'on appelle concevoir son environnement pour le succès. Si tu veux développer une habitude, rends-la aussi visible et accessible que possible. Si tu veux te débarrasser d'une mauvaise habitude, rends-la invisible et difficile d'accès. Ça a tellement de sens. Si je veux lire davantage, je devrais peut-être garder un livre sur ma table de chevet plutôt que mon téléphone, par exemple. Absolument. Et si tu veux réduire le temps passé sur ton téléphone, tu pourrais le mettre dans un tiroir ou même dans une autre pièce pendant certaines périodes de la journée. J'adore ces idées pratiques. Mais il y a une chose qui me tracasse. On parle beaucoup de techniques, de méthodes, mais qu'en est-il de la motivation profonde? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on veut devenir plus discipliné en premier lieu? Tu touches à quelque chose de fondamental, Sandra. La discipline sans direction n'a pas beaucoup de sens. C'est pourquoi il est essentiel de clarifier ses valeurs et ses objectifs personnels. Oui, parce que la discipline, ce n'est pas juste faire des choses difficiles pour le plaisir de souffrir, c'est se donner les moyens d'atteindre ce qui compte vraiment pour nous, non? Exactement. La discipline est un outil, pas une fin en soi. Et pour utiliser efficacement cet outil, il faut savoir pourquoi on l'utilise. C'est ce qu'on appelle avoir un pourquoi puissant. Comment est-ce qu'on trouve ce pourquoi? C'est une excellente question. Une méthode simple est de se poser la question « pourquoi » à répétition. Par exemple, si tu veux faire plus d'exercice physique, demande-toi « pourquoi ». Peut-être que c'est pour être en meilleure santé. Ensuite, demande-toi « pourquoi je veux être en meilleure santé ?» et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu atteignes une raison profondément personnelle et émotionnelle. Oh, un peu comme la technique des 5 pourquoi qu'on utilise parfois en résolution de problèmes? Tout à fait. Et quand tu auras trouvé ce pourquoi profond, il sera beaucoup plus facile de rester discipliné, même quand les choses deviennent difficiles. Ça me fait penser, est-ce que tu crois qu'il faut être dur avec soi-même pour être discipliné? Parce que franchement, parfois j'ai l'impression que les gens confondent discipline et, je ne sais pas, autopunition? C'est une confusion très courante, et je suis content que tu soulèves ce point. La vraie discipline n'est pas basée sur l'autoflagellation ou la culpabilité. En fait, une approche bienveillante envers soi-même est souvent bien plus efficace. Vraiment? Comment ça marche concrètement? Eh bien, imagine que tu as prévu de faire du sport 3 fois cette semaine, mais tu n'y es allé qu'une seule fois. Une approche dure serait de te dire « je suis nul, je n'ai aucune volonté », mais cela risque juste de te démotiver davantage. Oh oui, je connais bien ce discours intérieur négatif. Et quelle serait l'approche bienveillante alors? Tu pourrais te dire « j'ai réussi à y aller une fois cette semaine, c'est déjà ça. Qu'est-ce qui m'a empêché d'y aller les autres jours? Et comment je pourrais ajuster mon plan pour la semaine prochaine ?» Oh, j'aime beaucoup cette approche. C'est comme si on traitait nos échecs comme des données, plutôt que comme des jugements sur notre valeur personnelle. Exactement. Et ça nous amène à un autre point crucial, l'importance du suivi et des ajustements. Tu veux dire comme tenir un journal de nos progrès? Oui, entre autres. Suivre tes progrès a 2 avantages majeurs. Premièrement, ça te permet de voir que tu avances, même quand les progrès semblent lents. Deuxièmement, ça te donne des informations précieuses sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour toi. Je comprends l'idée, mais concrètement, comment on peut faire ce suivi sans que ça devienne, tu sais, encore une corvée de plus? Il existe plein de méthodes simples. Par exemple, tu peux utiliser une application sur ton téléphone ou simplement cocher les jours sur un calendrier quand tu as accompli ton habitude. L'important, c'est de choisir une méthode qui te convient et qui est facile à maintenir. Et en parlant de méthodes qui nous conviennent, est-ce qu'on ne devrait pas aussi adapter notre approche de la discipline à notre personnalité?
Je veux dire, ce qui marche pour une personne ultra organisée ne va pas forcément fonctionner pour quelqu'un de plus spontané, non? Tu as absolument raison, Sandra. C'est un point crucial que beaucoup de gens négligent. Il n'existe pas d'approche universelle de la discipline. Certaines personnes sont plus motivées par les routines strictes, d'autres par la variété et la flexibilité. Comment est-ce qu'on peut savoir quelle approche nous convient le mieux? Je pense que l'expérimentation est la clé. Essaie différentes méthodes. Observe ce qui te donne de l'énergie et ce qui te draine. Par exemple, si tu te sens étouffé par une routine trop rigide, peut-être qu'une approche plus souple, basée sur des objectifs hebdomadaires plutôt que quotidiens, te conviendrait mieux. Ça a du sens. Et je suppose que ça rejoint aussi l'idée d'être bienveillant envers soi-même, reconnaître nos spécificités, plutôt que d'essayer de nous conformer à un modèle unique de ce que devrait être la discipline parfaite. Exactement. La meilleure forme de discipline est celle qui est durable à long terme, pas celle qui te pousse à bout pendant une semaine avant de tout abandonner. On a couvert tellement de choses aujourd'hui. Les micro-habitudes, l'ancrage, la règle des 2 minutes, la conception de notre environnement. Mais attends, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Le rôle des autres personnes dans notre développement de la discipline. Ah, excellent point. L'environnement social est effectivement un facteur déterminant. Les personnes qui t'entourent peuvent soit te tirer vers le haut, soit te tirer vers le bas. C'est tellement vrai. J'ai remarqué que quand je m'entoure de personnes disciplinées et motivées, ça détend sur moi. C'est comme si leur énergie était contagieuse. Absolument. C'est ce qu'on appelle parfois la contagion sociale. Nos comportements sont influencés par ceux des personnes qui nous entourent, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Donc, si je veux devenir plus disciplinée, je devrais peut-être chercher à passer plus de temps avec des personnes qui ont déjà cette qualité? C'est une excellente stratégie. Tu pourrais même aller plus loin en formant ce qu'on appelle un partenariat de responsabilité. C'est-à-dire trouver quelqu'un avec qui tu partages tes objectifs et qui te tient responsable de tes engagements. Comme un buddy gym ou un partenaire d'études? Exactement. Quelqu'un qui te demande « Alors, tu as fait ton entraînement aujourd'hui ?» ou « Comment avance ton projet ?» Ce simple fait de savoir que quelqu'un va te poser la question peut être un puissant motivateur. J'adore cette idée. Et je me demande aussi, quelle est la place de la récompense dans tout ça? Est-ce qu'on devrait se récompenser quand on atteint nos objectifs? Les récompenses peuvent être un outil très efficace, surtout au début, quand une habitude n'est pas encore intrinsèquement satisfaisante. Mais il faut faire attention à choisir des récompenses qui ne sabotent pas tes objectifs. Tu veux dire comme se récompenser d'avoir fait du sport en mangeant une énorme part de gâteau? Je vois le problème. Exactement. Les meilleures récompenses sont celles qui renforcent ton identité positive et qui sont alignées avec tes objectifs globaux. Par exemple, après une semaine d'entraînement régulier, tu pourrais t'offrir un nouveau vêtement de sport ou un massage pour récupérer. Ça a beaucoup de sens. Et à force de pratiquer, j'imagine que la satisfaction vient de plus en plus de l'habitude elle-même, plutôt que de la récompense externe. Tu as tout compris. C'est ce qu'on appelle l'internalisation de la motivation. Au début, tu fais quelque chose pour la récompense externe, mais progressivement, l'activité elle-même devient satisfaisante. Comme courir, par exemple. Beaucoup de gens commencent parce qu'ils veulent perdre du poids, mais finissent par aimer la sensation de courir. Ça me fait penser. On parle beaucoup de créer de nouvelles habitudes, mais qu'en est-il de se débarrasser des mauvaises habitudes? C'est aussi une partie importante de la discipline, non? Absolument. Et c'est souvent plus difficile que d'en créer de nouvelles. Une approche efficace est ce qu'on appelle la substitution d'habitude. Au lieu d'essayer simplement d'arrêter une mauvaise habitude, tu la remplaces par une habitude plus positive qui satisfait le même besoin sous-jacent. Tu pourrais donner un exemple? Bien sûr. Disons que tu as l'habitude de scroller sur ton téléphone quand tu te sens stressé. Au lieu de juste te dire « je ne vais plus regarder mon téléphone quand je suis stressé », tu pourrais décider « quand je me sens stressé, je vais faire 3 respirations profondes ou boire un verre d'eau. » Oh, j'aime cette approche. Elle reconnaît que la mauvaise habitude répond à un besoin légitime, mais propose une meilleure façon d'y répondre. Exactement. Et c'est généralement beaucoup plus efficace que d'essayer de supprimer complètement un comportement sans le remplacer par autre chose. On approche de la fin de notre épisode et j'ai l'impression qu'on a couvert tellement de choses. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager avec nos auditeurs qui veulent vraiment développer leur discipline personnelle? Je pense que le conseil le plus important est de
voir la discipline non pas comme une destination, mais comme un voyage. Il y aura des hauts et des bas, des jours où tout semble facile et d'autres où rien ne va. L'important n'est pas d'être parfait, mais de continuer à avancer, même après les échecs. J'adore cette perspective. Ça enlève beaucoup de pression et nous rappelle que la discipline est une pratique quotidienne, pas un état permanent qu'on atteint une fois pour toutes. Exactement. Et n'oubliez pas que la discipline est un outil au service de votre bonheur et de votre épanouissement, pas une torture que vous vous infligez. Si votre approche de la discipline vous rend constamment malheureux, c'est peut-être qu'il est temps de la reconsidérer. Sur ces mots pleins de sagesse, je crois qu'il est temps de conclure cet épisode. Merci infiniment Bernard pour tous ces conseils pratiques et cette discussion passionnante. Merci à toi Sandra, et merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé dans notre conversation des outils concrets pour développer votre discipline personnelle. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, que vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur votre plateforme de podcast préférée. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un commentaire. À très bientôt pour un nouvel épisode de French Listen. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.